Ah, mon téléspectateur, ma téléspectatrice, je le sais, la joie est dans ton cœur, car j'ai un invité exceptionnel aujourd'hui. Il se présente lui-même comme ex-obèse, devenu athlète, et il est conférencier maintenant. Il veut, ça c'est mon langage à moi, c'est pas le sien là. Son but, c'est d'aider les petits gros à changer de style de vie. On partage plein de choses en commun. Jacques Aubin, merci d'être là. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être là. Hey Jacques, là, je veux faire l'histoire complète. T'as perdu, hey, c'est-tu moi qui ai bien vu 200 livres, 90 kilos? 225 livres, ouais. 225, OK. Là, Ouais. je veux qu'on parle, c'était quoi ta mentalité quand tu étais obèse? Qu'est-ce qui t'a amené là? Combien de temps tu été obèse? Et par la suite, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui t'a amené à changer? Bon, en fait, il y a deux formes d'obésité, hein. Il y a une obésité qui est cérébrale, puis il y a l'obésité corporelle. L'obésité cérébrale, elle s'installe au début de, je te dirais, de ma vingtaine, après le mariage. Euh, j'ai plein d'émotions pas guéries. J'ai un paquet d'affaires qui sont pas en ordre. Puis, je laisse ça aller. Et ces émotions-là, et c'est là que j'appelle ça de l'obésité cérébrale. Mhm. Cette obésité cérébrale-là s'est transformée en obésité physique parce que je prenais plus soin de moi. J'étais dans une forme de... Comment? Puis il y a un jour où j'ai même mentionné le mot suicide volontaire parce qu'à quelque part, tu t'aimes plus. Puis là, ben, tout ce que tu fais, c'est de te détruire par de l'alimentation, par des consommations alcoolisées. Écoute, je fumais à cette époque-là. Je Wow, fumais t'avais le cocktail complet, là. j'avais la totale. Écoute, j'ai fumé pendant 22 ans. L'obésité Wow. a commencé, je te dirais, autour du fin de la trentaine, là, 28, 29 ans. Là. J'étais déjà obèse, pas aussi gros qu'à la fin, mais j'étais déjà obèse quand on pense à l'indice de masse corporelle de 30. Alors, j'étais déjà à ce moment-là dans les normes d'obésité. On te Et calculait grandeur, poids, Jacques, là, si je vais être indiscret un peu là, à cette époque. à cette époque-là, là, 6 pieds 2, 2,60, 2,70, autour de 28 ans. Déjà, c'est de l'obésité, ça, là. Ouais, ouais, On c'est va pas se évident. cacher, là. On a de la misère à accepter ce mot-là. On a de la misère on est dans le jugement par rapport à ce mot-là. Mais l'indice, l'IMC, c'est clair. Si t'es pas actif, puis tu as un IMC de 30, t'es un obèse. C'est ça, puis c'est tout. Oui. Fait que moi, ça a commencé là. Puis écoute, à 38 ans, j'ai arrêté de fumer mes 2 paquets d'exportés vertes à tous les jours. Et je suis resté encore dans mon marasme du mouvement. Mais tu sais, c'était une première étape qui amène à une autre étape, qui amène à une autre étape. Et tranquillement, je suis arrivé à dire, bon, parfait, je prends soin de ma santé. Là, en 2009, j'ai décliqué. J'étais à 415 livres à ce moment-là. Wow. Mais dis-moi, Jacques, dans cette période-là, es-tu conscient du problème que tu vis? Ou tu fais tellement juste réagir par de mauvaises habitudes de vie que c'est comme ça ta vie et tu n'as pas trop conscience de ce qui se passe dans ton esprit? La réalité, c'est que je m'étourdis. Je fuis ma réalité, je fuis mes émotions, je fuis mes déceptions, je suis dans la fuite. Tu sais, là, il y a le terme à cette heure, jeudi, vendredi, là, tout le monde Ouais. il s'étourdisse avec n'importe quoi. Là. Ouais. Moi, j'avais commencé ça longtemps avant. Là, il n'y a pas de cachette à se faire. C'était une façon pour moi de décompresser. Le petit psh, je l'accueillais quand je prenais ma 3e bière. Et j'étais tout le temps en mode d'étourdissement. Donc, quand les gens me parlaient de mon obésité ou de ma surcharge de poids ou peu importe comment ils l'appelaient, je disais que j'avais des gros os, j'étais pas gros, j'étais top shape, tu sais. T'es enrobé avec de gros os. Exactement, Hey, exactement. donc, tu voulais pas voir la réalité, là. Tu voulais Je la pas voir fuyais. la conséquence de tes comportements. Ah, je la fuyais totalement. OK? Puis, tu devais pas être bien. Sincèrement, physiquement, là, comment tu te sentais? Tu sais, tu devais monter 2 marches, être essoufflé. Comment ça se passait physiquement? Anecdote, là, je me souviens d'un voyage en famille avec les enfants qui étaient tout petits à l'époque à Québec, là, puis je me vois dans le Vieux-Québec encore m'asseoir à peu près à toutes les 2 entrées de porte en montant une petite côte à Québec. Là, tu sais, écoute, toutes les 2 entrées de Ouch! porte, là, je m'assoyais parce que j'étais essoufflé à mort. Là, tu sais, j'avais une belle-mère à cette époque-là qui avait déjà comme 88, 89 ans, elle était plus vite que moi. Là. Wow! Ouais, Écoute, assez ouais. impressionnant. Et question peut-être trop indiscrète et tu peux l'esquiver.
Tes enfants voyaient ça comment? Ta famille? En fait, à part ma conjointe qui m'en parlait, mais tu sais, tout le temps avec énormément de respect, sans vouloir me blesser, tu sais, elle me disait, j'aimerais ça que tu fasses attention à toi, tu sais, pour qu'on reste ensemble plus longtemps, tu sais. Mais les enfants n'en parlaient pas. Les enfants, c'était le silence complet. Ils parlaient jamais de ce truc-là. Ils parlaient jamais, mon père, il est gros, mon père est obèse. Ils parlaient pas de ces trucs-là. Et pourtant, mes enfants, c'était des actifs, là, c'était des sportifs. Ben, en pleine conscience, à cette époque-là, quand même, du besoin qui était important de bouger. Puis j'inculquais ça à mes enfants, puis je leur disais, tu sais, sans les forcer, là, je les laissais choisir ce qu'ils voulaient faire dans la vie, mais j'étais favorable à tout ce qu'ils voulaient faire en sport, en activité physique, en loisirs, en culturel. Mes enfants, c'est des musiciens, c'est des gens actifs, c'est des sportifs. Alors, oui, j'investis beaucoup dans ça, mais je n'étais pas l'exemple qui démarquait mes enfants là, à suivre le guide, comme on dit. OK. Donc, on te qualifiait d'obèse morbide, là. Au-dessus de 50% du poids de ton corps devait être du gras inévitablement. À 400 Ouais. combien de livres, t'as dit? 415. 415 livres. Est-ce que ton malheur, la question va peut-être être bizarre et pas bien formulée, mais je pourrais préciser là, si c'est pas clair. Est-ce que ton malheur augmentait avec ton poids? Ma tristesse augmentait avec mon poids, oui, parce que je savais très bien que, tu sais, quand j'ai pris la décision de changer, là, de virer de bord, là, j'étais rendu à 46 ans. Je savais très bien que pour avoir vu tous les frères de mon père mourir d'AVC, de maladie cardiaque, de diabète autour de 52, 53 ans, je savais très bien que je ne traverserais pas la cinquantaine, là. Je le savais, c'était clair dans ma tête. Alors, il y a une tristesse qui s'installait de plus en plus dans mon être. Une conscience de ta mort proche. Ah, absolument. Absolument. Qu'est-ce qui amène la transition à un moment donné? Tu arrives en 2009. OK, je vais faire une longue parenthèse, tu me permettras, Jacques, parce que ça fait des années que j'encadre des gens au niveau de la perte de poids. Je sais très bien qu'il y a des gens qui ne veulent pas changer, des gens qui ne savent pas comment changer et des gens qui n'ont pas les outils, n'ont pas la capacité de changer. OK? Comment tu arrives à ce que ce déclencheur-là se présente et que tu passes d'un état de j'essaye de m'étourdir à je change littéralement ma façon de penser pour passer à l'action. Tu comprends que le chemin est extraordinairement difficile et qu'il y a plein de gens qui n'y arriveront jamais. Et moi, je pense que c'est là le plus important. Je voudrais que tu mettes l'emphase là-dessus. En fait, faut te parler un peu du déclencheur. À cette époque-là, mes enfants quittaient la maison. Alexandra s'en allait monter l'Everest au camp de base pour l'âge de 16 ans. Donc, le camp de base à 16 ans. Marc-André quittait pour aller étudier à l'extérieur. Il y avait Marc-André, au moment de ma décision, Marc-André avait à peu près 16 ans. Alexandra en avait 13. Mais bon, son expérience à elle se vivait en 2011 là, autour d'eux. Je voulais voir ça. Je me disais, ça serait vraiment fantastique de pouvoir être présent, d'être encore en vie. Puis, à quelque part, j'ai pris la décision cette année-là de dire tout ce qui nuit à ta croissance pour arriver à un objectif d'être en santé, faut tout que tu élimines ça. Puis, j'ai commencé à les nommer, j'ai commencé à les écrire, puis j'ai commencé à dire voici les cibles qu'il faut que tu atteignes. C'est la consommation d'alcool. Manger 3 repas par jour plutôt qu'un seul en finissant ta journée, puis dévorer le frigidaire. La porte du frigidaire, la poignée de la porte, puis tout le kit. J'ai commencé à être un humain au lieu d'être juste un genre de bébite qui dévorait le frigidaire le soir, qui allait dormir là-dessus, qui repartait sa journée le lendemain, puis qui oubliait de manger le restant de la journée, trop préoccupé par plein d'autres affaires. J'ai commencé à me préoccuper, à me mettre dans l'équation, puis c'est comique. Parce que, tu sais, à l'époque, on avait des petites tablettes de papier sur lesquelles, tu sais, les compagnies nous donnaient ça, un 50 feuilles. Puis au dos de ça, il y a toujours un carton rigide. Ouais. J'avais détaché le carton, j'avais écrit 210 livres avec un bonhomme sourire dans le zéro. Et je m'étais dit, ça, c'est le poids que je veux peser, puis je m'étais mis ce carton-là dans ma poche. Tu peux croire que j'ai fait rire de moi, là, à plusieurs reprises à ce sujet-là. T'en as probablement été un de ceux qui allait dire, hey, le gros, tu rêves. Et au dos de ce carton-là, à un moment donné, je l'ai flippé, puis j'ai écrit « J'ai décidé de me faire une place dans ma vie. »
Et en relisant cette phrase-là, encore aujourd'hui, je réalise que ça a été le déclencheur de la conscience. Parce que Wow. j'ai réalisé que je ne mettais pas de place pour moi dans ma vie. J'étais tout le temps au service de tout le monde, à l'aide de tout le monde, mais je contribuais plus à ma vie et c'était volontaire. Je voulais pas me regarder. Je voulais pas prendre soin de moi. C'était trop une grosse tâche. Alors, je m'occupais des autres. Mais Jacques, dis-moi, quand t'as écrit cette phrase qui a Oui, changé ta vie, oui. tout ce qui t'avait amené à être comme tu étais, est-ce que ça a fait disparaître la tristesse, le trouble, le fait de vouloir t'étourdir? Tu sais, parce En que je fait, veux être. Ouais, est-ce que je ouais. vas-y? En fait, ça l'a amoindri ces choses-là, puis après ça, je les ai soignées. Je pouvais pas tout entreprendre en même temps, puis tout Non. soigner en même temps. J'ai pris en charge de sauver ma santé physique, parce que l'élément physique est important pour que tu puisses rester dans ce monde-là, puis rester en vie. À partir de cet outil-là qui est réparé après, j'ai décidé d'aller de l'avant puis de soigner la partie cérébrale, mon obésité cérébrale, mes Ouais. émotions, puis tout ce que j'avais à soigner. Ma tristesse, tout le reste. Je m'en suis occupé étape par étape. Comment tu t'y es pris? Écoute, je suis un genre de phénomène qui est assez autodidacte. Première des choses, OK. j'ai eu de l'aide d'un nutritionniste à l'époque. Et quand j'ai compris les principes de base, là, après 2 mois, là, j'étais parti, moi, là. J'avais déjà une bonne perte de poids, j'étais en marche. Puis je perdais 1 livre, 2 livres par semaine, là. Je trichais pas, là. Je voulais pas que ça aille trop vite. J'avais dit à tout le monde, je prends un yogourt, on va prendre le temps que ça prend. Puis Exact. Tu as fait quelque chose d'important. Tu as eu une vision à long terme dès le départ. Tu n'as pas dit Absolument. il faut que je fasse ça le plus rapidement possible et perdre le plus de poids possible dans le plus court laps de temps possible. Je me suis projeté dans le temps. En fait, sais-tu quoi? Je me souviens à l'époque, c'est comique parce que j'ai comme suivi des intuitions que j'avais dedans de moi, puis ça me disait, commence par la fin, va voir à l'autre bout de ce que tu vas avoir l'air, puis reviens à rebours vers ce que tu es aujourd'hui, puis travaille les étapes pour te rendre là. Va-t'en à cet endroit-là que tu t'es vu, que tu veux être dans le futur. Alors, comme j'étais pas un yogourt avec une date d'expiration et un code barre, je me suis dit, étape par étape. Allons-y gaiement. Écoute, même mon coach à l'entraînement, quand j'ai montré mon carton, il m'a dit, ça arrivera jamais. J'ai dit, tu seras jamais mon coach. Lui, il voyait 210 livres. Moi, j'ai décidé de me faire une place dans ma vie quand il m'a dit, ça arrivera jamais. Mm-hmm. Moi, je suis allé de l'avant. Et il a embarqué dans le projet, puis aujourd'hui, probablement qu'il est encore fier de ma réalisation. OK. Quelles sont les principales choses que tu as réglées qui t'ont amené le plus de bénéfices dans le processus? Être attentif au quotidien. Être Si tu, attentif. si tu me le traduis concrètement, si tu t'es comporté comment? Concrètement, j'ai compris à ce moment-là que chacun de mes comportements était attaché à des émotions. Alors, j'ai le goût de boire une bière parce que j'ai de la peine. J'ai le goût de boire de la bière parce que je suis de bonne humeur. J'ai le goût de boire de la bière parce que je viens de signer un énorme contrat. J'ai le goût de manger plus ou festoyer dans un restaurant des aliments malsains parce que pour les mêmes raisons. J'ai commencé par ça. J'ai commencé par réaliser que j'attachais des émotions à mes comportements. OK. Et là, en me concentrant, c'est ça quand je dis être attentif, c'est qu'à tous les jours, j'étais attentif à ces comportements-là, puis à ces attachements émotionnels-là, puis je les détachais au fur et à mesure, un peu comme quand on arrête de fumer. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un lien entre arrêter de fumer, détacher Oui. les émotions, les façons de faire, et perdre du poids. C'est le même protocole, c'est la même magie, il faut juste être conscient puis attentif de ce qu'on perçoit, puis Tu as fait deux détacher. choses, Jacques. Oui, tu as fait deux choses que moi je remarque qui sont très importantes. C'est avoir une vision à long terme Oui, et au quotidien, rester dans le concret, adopter des comportements sur lesquels tu es resté attentif et que tu as répété tout le temps. Et oui. les gens abandonnent à la première difficulté la plupart du temps. Tu as dû en rencontrer des difficultés. Qu'est-ce qui a fait que tu as continué? Comme je te disais, je suis un genre de bébite personnel. Là, des difficultés comme telles, j'en ai pas rencontré. Puis je suis intègre quand je dis ça. Puis je suis pas un super-héros. J'étais convaincu que je pouvais tout transformer puis ramener mon corps à ce qu'il devait être.
Fait que j'ai jamais abandonné. J'ai jamais eu, moi, tu sais, le monde dit, hey, des plateaux. Moi, j'ai eu des plateaux. Je n'ai pas eu de plateau, moi. Je pardonne livre, 2 livres par semaine, puis j'ai continué, j'ai focusé. Moi, des histoires de plateau, je crois pas à ça. Ton corps, si tu le fais travailler, puis si tu manges ce qu'il faut, puis tu es attentif à ton quotidien, ça, d'après moi, si tu es capable d'avancer sans plateau. La plupart des gens, ils vont se trouver une vision de victime en chemin, puis là, ils vont tomber dans leurs mauvaises habitudes, puis là, ben, ils vont dire, ben, oh, mais là, c'est trop difficile pour moi. Fait que là, ils retombent dans leur victimisation, puis là, ben, ils tombent dans leur plateau alimentaire, puis là, ben, ils retombent dans leurs anciennes habitudes. Sais-tu pourquoi? Parce qu'ils rencontrent en face à face ce qu'ils ont à soigner, c'est-à-dire leurs émotions puis leur mal-être. Puis c'est pour ça que la plupart des gens, comme tu dirais, sont dodus. Oui. Parce qu'ils ne prennent pas soin de ça ici. Ben, tu vois, dans les plateaux que j'observe, un plateau physiologique, ça existe, ça se présente. Mais effectivement, dans les plateaux que je rencontre avec plusieurs de mes clients, c'est que les gens, face à des difficultés, ils ont commencé à dévier du plan. Et là, ils reviennent inévitablement à leurs vieilles habitudes de vie parce qu'ils ont commencé à s'inquiéter, ils ont dérogé du focus qui devait être fait, et là, la roue commence à retourner dans l'autre sens. Ouais. Mais toi, tu as vraiment, à tous les jours, est-ce que ça t'a demandé beaucoup d'efforts mental de maintenir ça à tous les jours? Oui. Oui, parce que ça aurait été facile de retomber. Écoute, autant j'ai eu des gens qui m'ont dénigré avec ma vision de perdre du poids, autant j'en ai eu qui m'ont encouragé. Mais aussi, tu sais, je peux te dire que même au gym, j'avais du monde qui gageait contre moi, qui disait, ce gars-là, le gars-là. Ah oui. Écoute, je les ai surpris un matin, là. Ils gageaient, ils étaient tous sur des tapis roulants, 5 gars plus âgés que moi à l'époque. Puis ils disaient, check le gros, il va lâcher, tu sais. Puis ça gageait contre moi, tu sais. Et puis ça existe pour le vrai, là. C'est pas des mensonges, là. Ça existe pour le vrai, tu sais. Les gars, s'ils voient cette vidéo-là, ils vont s'en reconnaître, là, tu sais. Hey, des vrais chums, hein? Non, écoute, tu sais, moi, j'entrais au gym à 4h30 le matin parce que, gros comme j'étais, je voulais pas me faire voir par personne. Fait que, tu sais, je faisais 10 minutes de vélo avec les pédales en avant de moi, puis j'allais prendre ma douche après, tu sais. Ça a commencé comme ça, tu sais. Puis tranquillement, ben c'est devenu une demi-heure, 1 heure. Puis à un moment donné, ben j'ai rencontré le fameux coach qui m'a aidé à me transformer physiquement avec la musculation, puis l'équilibre dans tout ça, tu sais, l'équilibre dans la dépense énergétique que je faisais au niveau de l'activité au quotidien. Puis quand je suis arrivé avec ma première médaille de demi-Ironman, là, en 2012, là j'étais un sauté. Là, j'étais plus là, j'étais un crinqué. Fallait plus. C'est ça. Non, fallait qu'on continue de te juger, là. Fallait me juger encore. Tu sais, j'étais pas le modèle là, comme tout le monde, moi, là. Tu sais, fait qu'il fallait continuer à me juger. Mais ça a été ça toute ma vie. Tu sais, j'étais ticu. Tu deviens pas gros pour rien. J'étais ticu, on me jugeait. On m'intimidait, on me méprisait. Puis c'est correct. Tu sais, aujourd'hui, je passe pas de ça. J'en ai rien à foutre, là. J'en ai rien à foutre de ça, tu sais. Jacques, après 30 ans d'expérience dans le domaine, avec le type de langage verbal que quelqu'un entretient, je peux te dire s'il va échouer ou s'il va réussir. Ouais. Dans ton cas, tu pourras me corriger, je comprends que tu as littéralement modifié ton narratif mental. Absolument. Et tu l'as maintenu. Puis il était présent. Il était présent depuis toujours. C'est ça que je me rends compte aujourd'hui, après 13 ans là, de maintien, je me rends compte que ce narratif-là, positif, j'ai toujours été positif. Même dans mon obésité, j'étais un gars positif. Mon narratif a toujours été présent. Il a tout le temps été solide, ancré. J'étais un entrepreneur convaincu qui avait des rêves, qui voulait réussir. C'est encore, et c'est la même formule qui est à travers moi dans le moment. Elle fait juste se bonifier. Là. Tu sais, plus je vieillis, là, comme un vieux vin de garde, là, tu sais, ça s'en vient bon, là. Ça s'en vient excellent, là, tu sais. Oui. Tu me fais penser parce que cette semaine, j'expliquais un terme anglais qui est le grit. La réussite ne repose pas sur l'intelligence ou ce à quoi tu ressembles, mais sur la passion et la persévérance. Et dans ton langage, on l'entend, cette passion-là, cette passion de dire « Hey, j'ai un narratif qui va m'amener à changer, mon corps va suivre et je vais maintenir tout le temps les comportements qui produisent des résultats. » Moi, c'est ce que je propose à mes clients et c'est ce que tu as fait de ton côté. Exactement. Puis écoute, je vais aller plus loin que ça. C'est ce que je reproduis encore parce que je me mets des défis dans ma vie dans le moment. Puis
j'expertise des nouveaux trucs sur moi. Moi, j'étais un gars qui disait ah, le jeûne, je veux rien savoir de ça, le jeûne, moi, c'est quoi cette affaire de jeûne-là? Et à un moment donné, j'ai commencé à faire de la lecture là-dessus, à aller lire des sciences, à faire toutes sortes d'affaires. Puis là, je fais des tests de jeûne sur moi. Je fais toutes sortes de trucs comme ça par rapport à. Tu sais, m'a donné un exemple. En 2013, on m'a découvert une maladie neurodégénérative du système nerveux et qui ressemble à la sclérose en plaques, mais qui est le moteur, si tu veux, au lieu d'être le moteur central, c'est le périphérique. Ouais. On va pas se compter de menterie. On m'a posé la question à l'arrivée à l'hôpital, avez-vous reçu un vaccin? Et la réponse a été oui, la veille, 24 heures avant. Le vaccin pour l'influenza, parce que quand tu as 50 ans, ils disent influenza, zona, tu devrais avoir ces vaccins-là pour ta période vieillissante. J'ai accepté de prendre celui de l'influenza à ce moment-là. 24 heures plus tard, j'étais à l'hôpital. Dans ma tête, il n'y avait aucun lien. Mais eux autres, ils m'en ont fait douter de un en me posant la question. Je suis allé faire mes recherches, puis effectivement, il y a des effets secondaires qui peuvent ressembler à ce que moi j'ai. J'aurais pu me morfondre en profondeur et retomber dans mes vieilles habitudes avec cette atteinte-là physique que j'ai eue. J'ai décidé de m'occuper du 95% qui va bien. Fait que c'est un choix que j'ai fait de continuer à focaliser mon énergie sur le nouveau défi que j'avais, puis pas m'abstraindre puis de réfléchir à ce 5%-là qui me crée une déficience particulière. Puis quand j'ai des attaques, là, je te dis, là, écoute, je suis handicapé, là, il me rentre à l'hôpital, là, plus de bras, plus de jambes, il n'y a plus rien qui marche. Wow! Mais 10 jours après, ils veulent me mettre dehors parce qu'ils ne savent plus quoi faire avec moi. Je cours dans le corridor, tu sais. Je me fais une réhabilitation moi-même, là. J'ai lu un livre il y a longtemps qui expliquait la dépression chronique comme étant un dépressif chronique est quelqu'un qui est devenu un expert pour retracer dans son environnement tout ce qui lui démontre que ça va mal. Toi, tu as mis ça de côté et tu es vraiment allé sur OK, si je suis capable de penser à ce qui est négatif, je peux choisir de focaliser toute mon attention sur ce qui est positif et sur ce que je peux améliorer. C'est encore comme ça au quotidien, encore aujourd'hui. Puis c'est ce que je fais tout le temps. Je focus pas sur ce qui va pas bien, focus sur les améliorations que tu as eues aujourd'hui. T'es pas bon à la course à pied ce matin, mais tu as fait plus de pas qu'hier. Demain, tu risques d'être meilleur si tu le pratiques encore. Il faut focaliser sur tes succès du jour. Oui, et tu as un point qui est important, même en performance sportive, c'est que on appelle ça le what the hell effect, l'effet au diable. Les gens ont tellement des objectifs irréalistes et démesurés. Oui. Je te donne un exemple. Là. Tu veux perdre 30 livres en un mois, tu arrives, tu en as perdu 18, ben la personne va qualifier ça comme un échec. Elle n'aura pas vu qu'elle a perdu 18 livres parce qu'elle n'a pas atteint son 30 livres. Dans ton cas, tes objectifs sont tellement réduits à l'essentiel que tu n'es jamais en situation d'échec, de ce que je comprends. Exactement. Tu ne peux pas te mettre en échec quand tu respectes ce que tu vises comme objectif. Tu acceptes le gain que tu as fait dans ta journée. C'est une victoire, c'est des victoires. Quand tu passes à... Je vais donner un exemple. Un client obèse là, qui s'installe devant son assiette à tous les jours, là, il y a une façon de dévorer sa bouffe qui n'est pas comme tout le monde. Là, tu y apprends à remanger, à déposer sa fourchette entre chaque bouchée, à déguster ce qu'il mange, à humer son assiette avant de la dévorer. Il apprend à remanger. Bien, s'il fait ça une fois, il y a une victoire. Il recommence l'heure du dîner, il y a une autre victoire, puis ainsi de suite. Ouais. C'est des victoires. Chaque chose que tu fais qui est dirigée pour ton bien-être, c'est des victoires. Ça peut pas être tout le monde. Jacques, il devait avoir quelque chose, je peux me tromper là, il devait avoir quelque chose en dedans de toi, parce que c'est pas tout le monde qui réussit à penser comme ça. Là. Tu dois le voir dans ton entourage. Je le vois dans mon entourage. Ouais. Je le vois à travers ben du monde que je coach. Il y a des gens qui échouent, c'est en eux autres. Il faut que ça soit négatif. Si ça va pas mal, ça va pas bien, ils feront pas les efforts. Est-ce que tu te considères différent des autres ou c'est quelque chose que tu t'es tout simplement dit, je vais le travailler puis ça va arriver. Et est-ce que tout le monde, selon toi, peut y arriver? Tout le monde peut y arriver. C'est juste de s'éduquer puis de se convaincre que c'est possible. Il faut arrêter de...
tu sais, je dis oui, je suis différent d'une certaine façon parce que je suis très autodidacte. Je suis quelqu'un qui essaie de se cultiver de plein d'informations. Je vais lire des sciences, même des sciences que je comprends pas. Écoute, des fois, je vais lire des sciences, puis il y a 32 mots sur 44 que je comprends pas. Je vais aller dans le dictionnaire voir c'est quoi ce mot-là. Je vais le trouver. Tu sais, je suis curieux de nature. Mais je pense que tout le monde peut cultiver son désir de vaincre, son désir de gagner, de réussir, sans que ça soit des grands exploits. Ça peut être des petits exploits au quotidien, mais ces petits exploits-là font toute la différence à long terme. Puis c'est ça qu'il faut que les gens changent. Les gens, ils ont dans leur tête, là, c'est le temps. Le 1er mars, là, je vais être Beach Boy. Là, je vais être beau comme un cœur pour le mois de juillet. Mais je m'excuse, mon grand, si tu vas être beau comme un cœur pour le mois de juillet, c'est là 3 ans qu'il a fallu que tu commences. C'est pas là. Fait que pense maintenant pour en 2026, là, mais pense pas à 2023. Commence à travailler au quotidien sur ta petite victoire quotidienne. Puis c'est avec ça que les gens ont de la misère à persévérer dans ça. Ils retombent trop facilement dans les habitudes néfastes pour leur santé. Puis, regarde la consommation d'alcool. Denis, on va se le dire en vérité, là, les gens consomment de l'alcool, là, sont un petit peu plus olé. Ils mangent un peu n'importe quoi à côté de ça. Là. Ben oui. Regarde la consommation d'alcool au Québec, puis tu as un bon indice de pourquoi on a 68 de nos habitants au Québec qui sont en surcharge pondérale ou obèses. Ta réponse. Oui. Absolument, absolument. Jacques, je te donne ma perception de toi comparativement à d'autres personnes. Tu me sembles très posé parce que la plupart des gens, tu sais, on est à l'époque des notifications, là. Syndrome, alerte ou fuite, là. Fait que les gens, c'est ping, 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 ça court partout. C'est jamais capable de se focaliser. Mais toi, on dirait que tu as fait un choix de vie qui est voici ce qui est important dans ma vie, voici ma ligne directrice et je ne popperai pas mon cerveau à gauche et à droite, je reste centré là-dessus. Je me trompe ou je te décris assez bien? Tu me décris assez bien. Par contre, j'ai comme tout le monde, moi aussi, des pop-up qui apparaissent partout. Ouais. Là, j'essaie de répondre mais je choisis mes moments. Quand je me lève le matin, moi, Denis, c'est ma méditation, c'est ma lecture, c'est mon écriture. Je m'occupe de Jacques. Puis après ça, je pars, je vais m'entraîner. Puis après ça, je reviens, puis là, je commence à m'occuper des pop-up. Parce que les pop-up, on va tout le temps en avoir. Là, on est rendu dans cette modernisation-là où on reçoit 500 courriels, 499 sont pas bons, puis 370 notifications. Écoute, 95% est nocif parce qu'il y en a qui sont très négatifs. Les bons, tu réponds à ça le plus vite possible. Le reste, tu mets ça de côté puis tu t'occupes pas de ça. Mais oui, j'essaie de focaliser mes affaires le plus possible. Puis c'est comique parce que 2023, je m'étais dit, m'essayer encore plus de focaliser mes affaires. Ouais. Tu es devenu athlète. À quoi ressemblent tes semaines au niveau de l'entraînement maintenant? Dans le moment, je suis très à l'intérieur. On a eu un bizarre d'hiver dans les Laurentides, là, entre de la pluie, de la neige, de la glace. Puis là, soudainement, on a de la neige à pu en finir. Mais je suis entre 12 et 15 heures par semaine au gym. Puis ça, c'est un choix que j'ai fait. Il y en a qui vont dire c'est beaucoup. Moi, je le fais parce que ma blonde aussi s'entraîne. Elle se prépare pour un autre demi-Ironman. Puis le matin, moi, je pars, je vais m'entraîner parce que je suis un matinal. Puis le soir, elle va tourner, mettons, à la piscine, à la MRC. Bien, je vais aller la déposer à la MRC, à la piscine. Puis tant qu'à rester devant un écran de télévision, à rien faire, puis écouter des abrutissements, là, je vais m'occuper de mon esprit à aller au gym, soit courir sur un tapis, marcher sur un tapis, faire du cross-ramp, de l'elliptique, du rameur, m'aller faire quelque chose de plus dans ma journée. Parce que être actif, c'est juste sain. Ça devient malsain quand, tu sais, je peux avoir fait des très, très longues distances de course. Là. Le gars qui pratique ça tous les semaines, là, courir des 100 km là, en une étape, là, je suis pas sûr que c'est bon pour la santé. Tu sais, t'as l'extrême où l'exercice devient une maladie mentale. C'est plus simple. Exactement. Il y a comme cet équilibre à maintenir là-dedans. Ouais, puis tu sais, entre être assis devant l'écran de télévision ou devant mon téléphone ou un ordinateur, puis ma blonde est en train de nager, puis moi, je vais m'asseoir dans les estrades, regarder mon téléphone, je vais aller faire quelque chose pour m'occuper, puis j'aime mieux occuper mon corps et mon esprit en étant actif. Ça dort tellement bien après. Fait que c'est pour ça que ça rend le gars calme, ça rend le gars plus centré. Si tu dors bien, tu es plus centré le matin, tu sais.
Ça, c'est un facteur important. Tu sais, souvent, on dit dans la structure, on dit aux gens, c'est 80% alimentaire, 20% dans l'action. Moi, j'ai enlevé un 10% quelque part pour le donner à dormir. Le sommeil, c'est crucial. Écoute, Jacques, tu sais, dans mon domaine, je l'explique, là. Ton métabolisme est géré par ton alimentation, l'exercice, ta capacité de gestion du stress puis le sommeil. Si tu n'as pas ces éléments-là, tu n'as pas une qualité de vie optimale. Il faut que tu comprennes que ton corps, c'est de la biologie et que tu lui donnes tous les moyens pour être bien récupéré et être fonctionnel. Exactement. Puis si tu lui donnes pas, il finit par manquer des séquences. Il finit par avoir moins le goût de s'entraîner, moins bien manger, puis là, ben, tu dors moins bien, puis là, tu retombes dans une roue qui n'est pas bonne. Oui. Là, j'ai vu que tu organises des activités. Tu as une entreprise qui s'appelle Top Chrono Événements, je me trompe? Oui. OK, parle-moi de ce que tu fais dans l'entreprise, là. Écoute, ben en fait, ça a commencé par un drôle de rêve, ça. J'étais le directeur du développement des affaires de Défi Entreprise à Montréal, que tu connais très bien à Québec avec Daniel Rioux. Et j'avais ça à Montréal, puis j'étais tanné d'aller à Montréal. Fait que j'ai décidé de lancer Actif au boulot dans les Laurentides, un programme un petit peu plus complet, mais faire bouger les gens en entreprise. Puis pour ça, j'avais besoin d'équipement. Fait que j'ai finalement appelé quelqu'un pour y louer son équipement, puis j'ai tellement aimé le produit que j'ai acheté le company. Tu as acheté le company! Ça, il y a des gens qui s'en souviendront pas, là. C'était Gillette, hein? C'était le gars, qu'est-ce que tu Remington? Oui, on a acheté le company. J'ai acheté le company. Mais en fait, c'est ça. Puis l'objectif de ça, c'était encore une fois de faire bouger plus de gens. Fait que quand j'ai repris l'entreprise, c'était de dire, ben gars, voici un autre outil pour faire bouger les gens. Puis oublie jamais dans ton plan de croissance d'entreprise de toujours garder le format familial, c'est-à-dire des courtes distances, des courses pour enfants, des courses pour les ados. Ah ouais. Garder des affaires pour faire bouger l'ensemble familial. Puis pour moi, c'est un outil de travail maintenant aussi. J'ai cette entreprise-là que j'ai 5 événements maintenant. J'ai même un ultra de nuit qu'on a lancé cette année après deux annulations à cause de la COVID. Là. Ouais. On a finalement eu notre ultra de nuit, mais on a dans le parc ici, en trail, ça fait 2 semaines. Ça s'appelle l'Ultra Trail Jack Rabbit. On a fait bouger des gars qui courent pour lever des fonds pour Centraide et pour la jeunesse. Et ils ont couru 12 heures de nuit et ils ont vu le coucher du jour et le lever du jour. Fait que c'est un très bel événement. On va remettre ça l'année prochaine, mais l'année prochaine, on rajoute du ski de fond à ça. OK. Tu donnes des conférences aussi pour motiver les dodus à changer. Dodu, c'est pas ton terme à toi, là. Je le rappelle. Exact. puis en fait, tu sais, quand tu parles de dodu, il y en a ici aussi, comme je disais tantôt. Ben oui. Les conférences que je donne, je parle pas juste de l'enveloppe corporelle, mais tu sais, l'ensemble humain. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. Exactement. Écoute, j'aime beaucoup faire ça. Je te dirais, dans mon travail, c'est probablement la tâche que j'aime le plus faire. Je me sens de plus en plus dans ma mission quand je partage et mon histoire et mes conférences auprès des gens, ouais. Quels sont les commentaires que tu obtiens après tes conférences? Y a-tu des gens que tu sais que ça a eu un impact, qu'ils ont changé, ça les fait réfléchir? Ça ressemble à quoi? J'ai beaucoup de ces termes-là. J'ai beaucoup de gens qui me disent ça a eu un impact dans ma vie. Merci pour ça. Merci parce que ça me fait réfléchir. Ça, j'en ai. Mais les plus beaux messages que je peux recevoir, c'est quand je pars puis je m'en vais en conférence à l'autre bout du monde, puis que là, tu arrives là, finalement, il manque la moitié de la salle parce qu'il était supposé d'être 100 puis ils sont 50. Et là, au final, tu pars de là, puis 3 ans après, tu reçois un message par courriel qui dit « Écoute, Jacques, tu es venu ici il y a 3 ans, tu as changé ma vie. Puis je t'en remercie. » Wow. Écoute, ça me rappelle qu'il faut que je continue à faire ça. C'est comique parce que ça m'est arrivé juste après la période des fêtes. Je suis allé à la futerie ici qu'on a à Sainte-Agathe. Et il y a un monsieur qui est en train de faire de l'emballage pour son avec les enfants, avec les jeunes. Et il vient me voir à l'extérieur quand je sors. Il dit « Est-ce que vous avez donné une conférence à Mont-Tremblant? » Je lui dis « Oui. » Il dit « Écoutez, quand vous êtes passé ce nombre d'années-là, j'ai décidé de me prendre en main, mais j'ai perdu plus de 100 livres. » Wow! Ça, pour moi, c'est un cadeau. Je me dis, voici pourquoi je fais ce travail-là. Hey, tu sais, on a parlé du narratif tantôt. Je vais te faire une courte histoire pour revenir au narratif. OK. Tu as écrit sur ton carton ce que tu allais devenir.
Oui. Tu t'es construit un narratif alentour de ça. Il y a 15 ans, j'ai une émission radio sur XM Satellite et où je parle de santé, de promotion de la santé, d'activité physique. Et je reçois un commentaire. Quelqu'un me dit, Denis, je ne comprends pas pourquoi je suis essoufflé. Je mesure 5 pieds 2, je pèse 240 livres, j'ai de la misère à monter des escaliers, je ne comprends pas. Et je lui donne la réponse suivante. J'ai dit, c'est assez simple. Tu as le poids de 2 corps et tu n'as qu'un seul cœur. Et à quelque part, j'ai quelqu'un qui entend ça et qui comprend l'impact sur son corps de son poids. Et la personne, la femme, a perdu 120 livres. Et puis je l'ai mis dans un de mes livres que j'avais publié à l'époque. Elle m'a dit, c'est cette phrase qui a changé ma vie. Et des fois, on cherche des choses compliquées pour changer notre vie, mais c'est souvent un simple narratif qui fait toute la transformation. Oui. Un petit message qui part comme ça, puis qui, oups, c'est le bon, c'est celui-là, tu sais, qui est arrivé sur la bonne personne au bon moment. Un petit bout de phrase, des fois, qui change tout. Toi, tu l'as créé. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui était dans ta situation, c'est quoi? Si tu n'es pas capable de le faire tout seul, fais-toi accompagner dans un premier temps. Dans un deuxième temps, un jour à la fois, une victoire à la fois. C'est ça qui est important. C'est pas ce que tu vas avoir l'air dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans, c'est ce que tu vas être aujourd'hui. Un gagnant ou un perdant à cause de tes petites victoires. Une par jour. Jacques, ça s'applique aussi en affaires. Oui. Moi, là, je répète depuis des années des mêmes comportements. Je suis un perroquet dans ce que je dis. Je répète sous des formes différentes ce que j'ai appris, mais je répète toujours la même affaire. Dans mon entreprise, je répète les mêmes comportements. Et tu peux être une très longue période où il n'y a aucune apparence de résultat et tu rentres un jour dans une courbe exponentielle où là, tout déclenche. Mais les gens n'ont pas cette patience habituellement d'attendre qu'il se passe quelque chose. Mais quand tu le ramènes, comme tu le dis, au jour le jour, étape par étape, tu viens d'enlever toute la pression mentale. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis bien d'accord. Pense à l'agriculteur, là. Il commence par labourer ses terres, il les tourne, puis là, il plante ses semis, puis là, il fait juste ça, planter des semis. Il n'y a rien à manger le soir, là. Il plante des semis, il plante des semis, il plante des semis, puis il fait ça pendant des semaines. Puis à un moment donné, pouf, à la fin de l'année, il récolte. Mais c'est comme ça, c'est qu'à tous les jours, il faut que tu reconnaisses ta victoire. C'est dire, gars, j'ai fait ça aujourd'hui, puis tantôt, je vais récolter ça. Parce que j'ai fait ça, ça va venir. Travaille sur maintenant. Une petite victoire. J'ai mangé aujourd'hui. Je suis allé prendre ma petite marche de 10 minutes, ce que je ne faisais pas pantoute avant. Demain, ça sera 12. Après-demain, ça sera 15. Tranquillement. Puis c'est en bâtissant des petites habitudes comme ça que tu changes complètement et le narratif et ta conscience. Parce que à partir du moment où tu... Ça, c'est comme le gars qui dit, hey, moi, là, avant, je fumais ma cigarette avec mon café. Puis là, il décide de ne plus fumer sa cigarette avec son café. Là, il commence à briser le lien d'habitude qui est lié entre son café et sa cigarette. C'est la même affaire. Tu pars marcher le matin, d'habitude, tu te lèves, tu prends ton téléphone, puis là, tu regardes, puis tu fous rien, tu te coules un café. Au lieu de faire ça, tu te lèves, tu t'habilles, tu pars 15-20 minutes, tu vas marcher. Tu reviens, pouf, tu viens de briser tout le système que tu avais d'habitude. Dans des petites victoires au quotidien, pourquoi les gens, selon toi, parce que moi, c'est ce que j'observe, focalisent toujours sur ce qui leur démontre qu'ils échouent? Tu sais, il y a toujours, dans ce que tu fais dans la vie, il y a toujours un écart entre où tu es et ce que tu veux atteindre. Et les gens ont tellement peur de ne pas y arriver qu'ils focalisent toujours sur ce qui leur démontre qu'ils n'évoluent pas. Et souvent, ils sont en train d'évoluer, même s'ils évoluent, s'ils ont une perception de ne pas évoluer, ils entrent dans des émotions négatives. Sais-tu qu'on n'est pas entraîné à ça? Sais-tu que la société est rendue comme ça? Ton opinion là-dessus, c'est quoi? Mon opinion, c'est que on est rendu dans une facilité pour à peu près tout. Tu payes sur un piton à cette heure puis tu peux te commander une pizza. Là. Tout est facile. Moi, je pense que les gens, ils n'ont plus l'habitude de la victoire. Ils ont perdu l'habitude de la victoire. Ils ont perdu l'habitude de gagner. Ouais, c'est juste l'habitude de gagner. L'habitude de l'effort pour gagner. C'est ça ensemble, là. Habitude, effort, victoire. Hey, on vient de perdre combien de pourcents de la population juste avec ça? Tu viens des perdre de 80%? Ouais, hein? Écoute, moi, j'aurais dit 90%, là.
Ouais. Hey, c'est tout Habitude, effort, victoire. Ouais. Quand tu recrées l'effort, tu es allé au gym hier, mettons, puis ça n'a pas si bien été, mais tu es allé. Ça, c'est une victoire. Ça n'a pas si bien été, c'est pas grave, tu es allé. Le lendemain, tu te lèves, tu dis, ouais, il faut que j'aille au gym. Là, tu as des douleurs d'hier, mais là, tu n'as pas créé l'habitude encore et l'effort pour gagner. Fait que là, t'es sur le ballon, là, tu as de la misère à y aller. Mais c'est comme ça dans bien des affaires. Ouais. Puis tu vois, il y a une interprétation de l'exercice, vu que tu en parles, que moi, je n'aime pas, que la plupart des gens font. C'est qu'ils veulent tellement se surpasser physiquement que pour eux, tous les entraînements doivent être au maximum de leur capacité, même ils doivent se surpasser en tout temps. Quand moi, si je suis fatigué et que ça ne me tente pas de me dépasser au gym, de pousser la machine, j'y vais simplement pour être bien, vider le stress, relaxer, faire bouger mon corps. Et les gens n'ont pas cette mentalité-là. Non, ils vont faire autre chose pour atteindre cette cible-là de relaxer leur corps qui est fausse dans le fond. Là, souvent, ils vont aller s'embrouiller devant un téléviseur ou un truc semblable. Mais ce qui est fascinant dans ce que tu dis, c'est que il y en a beaucoup qui ont de la difficulté justement à dire je vais snapper dans ma tête, je vais passer à oui, je passe à l'action, oui, je passe à l'action, oui, je passe à l'action, oui, j'y vais quand même. Je garde l'habitude d'y aller. Tu sais, je disais tantôt, habitude, effort, victoire. Ah ouais. Je garde c'est la persévérance. C'est juste ça. Oui. Tu sais, moi, je dis à mes gens, là, mon programme, c'est atteindre ton poids santé, le maintenir pour le reste de ta vie. Si tu veux le maintenir pour le reste de ta vie, il faut que tu maintiennes tes comportements pour le reste de ta vie. C'est de la persévérance. Exactement. Là, c'est pas j'ai un Cadillac 92, je le change pour un Cadillac 93, il va ressembler à ça en 94. Il faut que tu prennes soin de ta machine. Elle est vieillissante, puis il faut que tu en prennes soin si tu veux qu'elle t'amène le plus loin possible dans cette vie-là, puis pas juste emmener dans une vie de caca, ça sert à rien. Emmener dans une vie d'autonomie. Tu sais, moi, je vais avoir 60 ans, Denis, cette année, puis je regarde les personnes âgées, comment ils se déposent sur une chaise, comment ils ont de la difficulté dans le déplacement. Puis c'est pour ça que je dis, on a le devoir d'enseigner aux gens à rester autonomes. Fait que le facteur, là, je veux devenir gros et musclé, puis je veux être beau, là, il y a un facteur qui est plus grand que ça en arrière de ça, c'est je veux rester autonome. Je veux être capable de profiter de la vie au quotidien. À ta retraite, c'est quoi tu veux faire? T'asseoir sur une chaise puis regarder le temps passer ou découvrir, aller voir des nouvelles choses, voyager, faire des trucs qui vont te faire du bien. Tu sais, profiter. Oui, mais absolument. D'autonomie. OK, ça, c'est mon opinion. Je veux juste savoir si tu partages. On fait, toi et moi, le même travail. On fait la promotion de l'activité physique, de l'exercice et de la santé. On le fait parce qu'on aime ça, mais moi, je pense que le combat est perdu. Que la société ne s'améliorera pas. On est, comme tu le disais, 66-68% de gens en surplus de poids ou obèses au Québec puis à travers le monde. On va être 2,12 milliards en 2030 de gens en surplus de poids ou obèses sur la planète. Ça ne changera pas, là. Tu sais, on ne reviendra pas en arrière. Je ne partage pas ton opinion. Explique-moi. Parfait. Première des choses, il y a toujours l'espoir. Ça, c'est la première affaire. Deuxième des choses, en 2030, notre système de santé va coûter 75 milliards par année, parce que c'est la prédiction que je fais. Quand je regarde des chiffres de 2016 à 36 milliards, puis on est rendu à 54 cette année, ça va vite. On n'aurait plus les moyens de se payer ce système de santé-là. Quand tu n'as plus le moyen de te payer un système de santé, comme gouvernement, ce que tu fais, c'est que tu éteins des affaires, puis là, tu transfères au payable. Fait que là, les gens vont devoir payer pour avoir le service. En ayant le besoin de payer pour avoir le service, ils vont être obligés de prendre soin d'eux autres. Par le fait même, le gouvernement va sûrement se mettre à penser plus prévention. Puis, tu sais, c'est plate de dire le gouvernement. Moi, j'ai ça au bout de penser au gouvernement parce que, tu sais, si on attend après eux autres, tu sais, si tu attends après eux autres pour avoir la solution parfaite, elle n'arrivera jamais. Prends-toi en main, sois responsable, puis crée-toi toi-même immédiatement ton plan de match de prévention, de santé, de manger mieux, de bouger plus. Tout ça, crée-le maintenant. Puis, sais-tu quoi? Ce qui est fantastique, c'est que des spécialistes, Denis, là, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus des spécialistes. Il y a des gens comme toi, il y a Isabelle Huot, je regarde tous les kinésiologues, toute cette gang-là, il y en a en masse.
Oui. La plupart crèvent de faim. Ben oui. Ils gagnent 18-24 000 par année, là, les kinésiologues, 18-24 000 par année. Ils sont obligés d'aller dans des énergies cardio, puis je ne vais pas nommer d'entreprise, mais ils gagnent des salaires qui ne valorisent pas la santé. Non. Puis on devrait valoriser la santé. Il y a un prix pour ça. Ailleurs, ils ont décidé, eux autres, au lieu de mettre des bacs de recyclage en 1980, ils ont investi les mêmes montants d'argent dans la santé, dans des infrastructures, puis dans de la prévention. Et là, je parle de la Finlande puis de la Norvège. Et nous autres, pendant ce temps-là, on investissait dans des beaux bacs verts. On ne s'est toujours pas recyclé. Notre taux d'occupation hospitalier est à 127 %. Puis notre peuple n'est pas en santé et grossissant. Dans ces pays-là, le taux d'occupation des hôpitaux est à 27 %. Les gens sont en santé, ils bougent. Puis il y a des infrastructures nouvelles qui se font. Puis comme j'expliquais l'autre jour, un humain en santé prend soin de son environnement. Par défaut, ils ont pris soin du recyclage. Par défaut. Fait que sont plus avancés que nous autres en recyclage, puis ils n'ont pas investi les milliards qu'on a investi là-dedans. Fait qu'on a investi de l'argent pas aux bonnes places, on devrait investir de l'argent en prévention, puis les gens qui s'occupent de nos gouvernements, dans le moment, ils dorment au gaz. Ah ben oui, là, écoute, ça c'est certain, c'est certain. On a chacun notre responsabilité, comme tu le mentionnes. Nous autres, personnellement, par rapport à nous, parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut le faire à notre place. C'est nous autres face à nous-mêmes. Mais la prévention doit être structurée et doit être bien structurée. Parce que là, ma crainte, moi, c'est qu'il y a plein d'organismes là, qui commencent à demander de l'argent pour la prévention. Mais est-ce que ce seront des programmes bien structurés ou on va dilapider de l'argent là-dedans? Ça, c'est un autre thème qu'on aura peut-être à discuter à un moment donné, là. Mais, tu sais, il faut avoir une base scientifique dans le fonctionnement, là, de la prévention. Tu sais, en prévention, là, déjà en partant, là, dans la première acte de prévention qu'ils devraient faire, c'est rentrer les diététistes puis les nutritionnistes dans le système de santé. T'as qu'à dépenser 75 milliards, on peut-tu faire de la prévention dans ce 75 milliards-là? Puis je pense qu'avec ces gens-là qui ont du talent pour montrer aux gens à se réapproprier une alimentation saine, déjà en partant, ça serait déjà une bonne base. Nos médecins en médecine générale, là, nos médecins famille, là, ils devraient faire 2 ans d'apprentissage en nutrition en médecine avant de commencer à apprendre médecin. Ils ont des clients devant eux autres, ils ont un cartable, ça, d'épais de médicaments, puis ils connaissent rien pour la plupart de ce que c'est quoi les saines habitudes de vie. Comment c'est quoi bien manger, c'est quoi les... Et il faut qu'on change les structures qu'on a au Québec. Il faut les changer. Puis je m'excuse s'ils m'aiment pas là, parce que je dis ça, mais c'est la vérité. Moi, j'en ai eu des médecins, là, puis ils m'ont dit, ben, prends ce médicament-là pour la haute pression, mon Jacques, puis tu sais, on meurt tout un jour. Ouais. Mais tu sais, Jacques, il y a aussi l'autre aspect qu'il y a une maudite gang de gens lâches, là. Tu sais, il y a des gens qui vont préférer la... OK, je vais te donner un contexte. Il y a plusieurs années, je suis engagé par une compagnie pharmaceutique pour suivre les gens à qui on prescrit un médicament pour empêcher l'absorption des gras. Le monde qui me rentre dans mon bureau, le commentaire, c'est « Hey, je vais pouvoir manger tout ce que je veux avec ça, avec ce médicament-là. » C'est n'importe quoi. Fait qu'on a des gens, OK, on va se dire franchement, là, on a des gens lâches, on a des gens qui sont stupides, puis on a des gens qui ne veulent pas en entendre parler. Donc, on est pris dans un monde où, je te le dis, c'est ma perception, tu n'es pas obligé de la partager, là, c'est de l'utopie. Oui, il faut en parler, mais il faut choisir les gens à qui on en parle. On peut diffuser la bonne parole partout, là, c'est ce que je tente de faire. Mais ce que je te dis, c'est qu'étant un gars de clinique, c'est beaucoup plus dramatique que ce que la plupart des gens s'imaginent. Oui, puis tu sais, l'autre affaire, là, puis la vérité, Denis, c'est qu'une livre, c'est tout le temps une livre de trop. Les gens ne sont pas conscients de « Ah, j'ai juste 10 livres, c'est pas si pire. » Non, c'est pas si pire, mais c'est parce que tu n'es pas conscient ce que ce 10 livres-là te fait subir dans ton corps. Tu n'es pas conscient des radicaux libres qui s'entreposent pour entreposer ton cancer dans ton système actuellement parce que tu as un 10 livres de trop. Tu as un 10 livres de bois mort qui est en train de pourrir en dedans de toi. Que dans ça, il va s'installer toutes sortes de trucs. Tu n'es pas conscient de tout le déséquilibre au niveau de tes intestins parce que tu as 10 livres de gestion de plus dans ton corps. Le monde ne comprenne pas qu'il y a une équation, il y a une gestion de tout ça. Puis l'écosystème dans lequel... Ton corps, c'est un écosystème comme la planète Terre, là. Puis si tu ne prends pas soin de ton écosystème, là, il y a des désordres qui se créent partout. Puis quand les désordres commencent, là, maladies cardiovasculaires, AVC, problèmes intestinaux, les cancers qui partent de la bouche jusqu'au rectum, tout s'installe. Puis là, les gens, ils pensent que, moi, je suis pas chanceux. Ben, non, c'est plate.
Je suis triste pour toi, mais en même temps, regarde tes comportements depuis toujours. Puis tu sais, présent, là, je le dis, là, j'ai eu des comportements tout croche, là. Ça se peut, moi, que je me réveille un jour avec toutes sortes d'affaires, là. Mais je me suis donné des outils pour essayer de les éviter. OK, tu as décidé de contrôler ce que tu étais capable de contrôler. Exact. Ce que tu ne peux plus contrôler à l'heure actuelle, ben, tu le verras dans le temps comme dans le temps. Exactement. Mais tu as fait ce qu'il fallait faire, puis peu importe l'âge, tu peux choisir de le faire. Il n'y a pas d'âge pour faire ça. Il n'y a pas d'âge. Puis ce qui me rend là, actuellement le plus en colère, c'est de voir comment on nourrit nos enfants avec de la bouffe de clown, puis qu'on persiste à maintenir la facilité encore. Il y a habitude, effort, victoire. Il n'y a pas. McDo, dans la bouche, merci, bonsoir, une tâche de moins à faire à soir. Les gens sont surchargés parce qu'ils ont décidé d'être surchargés. À partir du moment où ils font le ménage, puis qu'ils prennent la responsabilité, puis qu'ils disent « Moi, lâcher mon téléphone, moi, laisser faire la télé, puis je vais me concentrer sur ce qui est important dans la vie. » Jacques, je dis à mes clients, si ta santé n'est pas dans une de tes 3 premières valeurs, tu n'investiras pas le temps nécessaire. Et les gens pour qui c'est important trouvent le temps de bien nourrir leur famille, de bien se nourrir et de faire l'exercice et de bouger. C'est une équation qui ne peut pas être mise à part. Tu peux pas. C'est une priorité dans la vie. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres priorités. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un char neuf qui vale la santé de nos enfants. Il n'y a pas une hypothèque qui vaut la santé de nos familles. Il est temps qu'on se reconditionne à autre chose que à des avoirs puis qu'on prenne soin de nos êtres. Et ça commence à la maison. Ça ne commence pas parce que le gouvernement nous le dit. Là. Ça commence maintenant à la maison. Et de petites actions peuvent amener de gros changements. Oui. Tout petit, quotidiennement. Petite victoire, petit changement, grande réussite. Parce qu'ils s'accumulent. Ils s'accumulent. Tu as un exemple devant toi. Là. Cet exemple-là, c'est 225 livres en moins, mais c'est tout le bien-être que je vis. Je veux dire, il n'y a pas de... C'est incroyable. Je ne peux pas quantifier monétairement ce que ça vaut, ce que je vis. Il n'y a pas d'argent pour acheter ça. Ben, Jacques, c'est quoi il y a de plus important dans la vie à part le bonheur et la paix d'esprit? Il n'y a rien d'autre. OK, tu as beau avoir 10 millions de dollars dans ton foutu compte en banque, si tu n'as pas la paix d'esprit, tu n'es pas heureux, ça ne vaut pas grand-chose. Non. Mais tu peux avoir 10 millions dans ton compte de banque puis penser que tu peux t'acheter une santé puis ça ne marche pas. Non. Personne d'autre peut le faire à ta place. Tu es obligé de passer t'es obligé de passer par la même équation que les autres. Habitude, effort, victoire. Ouais. Jacques, en terminant, as-tu un conseil? Mettons que tu as un conseil à me résumer de tout ce que tu viens de dire pour les gens. Même si tu te répètes pour 10 fois, la 10e fois. C'est quoi? Je vais dire, commencez par vous aimer. Si vous apprenez à vous aimer, vous allez prendre soin de ce que vous êtes. Puis à ce moment-là, tout va s'aligner pour aller dans la bonne direction. Mais commencez par vous aimer. Je pense que dans notre société, il y a un grand manque d'amour. Les gens ont arrêté de s'aimer. Ils font semblant de s'aimer. Ils pensent que c'est ça, s'aimer, mais ils ne s'aiment pas. Puis ils se maltraitent de cette façon-là. Puis on le voit maintenant entre les gens, mais aussi individuellement. Les gens eux-mêmes se maltraitent. Fait que je pense que si les gens peuvent commencer à s'aimer, là, puis quand tu viens... Sais-tu ce que tu considères avoir fait en premier pour avoir changé comme ça? Oui. Oui, je me suis comme réapproprié le mot « aimer ». J'ai toujours pensé, moi, que c'était égoïste de penser à soi. On m'a enseigné là, qu'il fallait tout le temps s'occuper des autres. Puis moi, je pense que s'occuper de soi en premier là, fait des meilleurs amoureux, des meilleurs êtres aimants pour se tourner après puis aider les autres. Si tu ne prends pas soin de toi, là, comment tu peux contribuer? Ça ne marche pas. Fait qu'il faut commencer par l'amour de soi. C'est pas d'être égoïste de faire ça. Apprenez à vous aimer, puis ouvrez-vous à une pleine conscience au quotidien de changer vos habitudes, d'être dans des choix qui vont être sains pour vous puis pour vos familles. S'il vous plaît, vos enfants ils ont besoin de bons guides. Soyez ces guides-là. Jacques, merci beaucoup. Hey, ça te tente-tu qu'on remette l'expérience à un moment donné, qu'on philosophe sur la vie comme ça? Absolument, ça va me faire énormément plaisir, Denis.
Hey, merci d'avoir été là, Jacques. Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, je veux que tu écoutes ce podcast au moins 10 fois pour que tu comprennes toute l'importance de ce qui vient d'être dit. À la prochaine. Salut tout le monde. Hey, fait que Jacques, écoute, je me sens écoute, je fasse un montage. Fait que ça devrait être en ligne, écoute, mardi prochain. Je t'envoie le lien, tu pourras diffuser la bonne parole partout. Puis écoute, je te relance l'invitation pour un prochain podcast. Avec plaisir. Hey, merci beaucoup. Salut. Denis, merci. Lâche pas ton bon travail. Hey, merci. Salut.